Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit concept un petit peu fun, je vais vous présenter mes pires takes maillots. Parce que je suis toujours le premier à critiquer certains avis maillots, mais j'ai aussi des avis qui sont un peu pourris. Et pour ça, je vais vous les montrer en vidéo. Mais avant ça, deux choses comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez vous faire plaisir, vous avez les liens affiliés en description. Alors c'est un petit peu un concept unpopular opinion, je vais vous présenter mes pires takes maillots. C'est évidemment un petit peu clickbait de vous présenter ça comme ça, c'est pas mes pires takes maillots, c'est juste mes avis maillots. Des fois, certains vous allez être d'accord, des fois ils vont être un petit peu controversés, mais j'avais un petit peu envie de présenter des avis qu'on voit pas forcément partout, vous parler de ce que je pense du monde des maillots en règle générale. Allez, on commence par une qui va être un petit peu unpopular, c'est que les flocages, je trouve ça surcoté. Alors, floquer des maillots, c'est toujours cool. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire particulièrement quand je vais en voyage. Si je peux ajouter un flocage officiel à un maillot, surtout s'il rajoute un côté niche, vous savez, si c'est le genre de flocage qu'on trouve pas ailleurs, ça j'aime bien. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment une trop grosse différence sur le marché entre les maillots rétro non floqués et floqués, et puis surtout bien souvent ça donne lieu à des flocages contrefaits dégueulasses ou des reproductions qui sont inadmissibles, et en fait je trouve que la hype un petit peu artificielle qu'on a donnée au flocage est un peu venue déréguler les marchés des maillots. Autre truc surcoté, les dédicaces. Alors ça je trouve que c'est encore plus surcoté que les flocages, parce que autant les flocages ça peut être un kiff perso, on aimait un joueur, on le met, quand le flocage est officiel il est en bon état, c'est cool, même si ça risque d'abîmer les maillots, ça fait un truc de plus qui peut se dégrader, mais les dédicaces c'est abusé parce que bien souvent les gens vont aller faire signer des maillots fake, donc des maillots de merde. Les dédicaces, si on se creuse un peu la tête, c'est pas si compliqué à aller obtenir. Des fois, c'est un peu dur, ça demande un petit peu d'investissement, mais je trouve que la dédicace, en fait, ça a d'intérêt que pour la personne. Je trouve que la dédicace, ça va être hyper intéressante quand ça va être personnel. Je suis allé faire dédicacer des maillots, souvent pour me remémorer des moments. Mon tout premier maillot porté préparé du Stade Malherbe, que Oumar Bakary m'avait offert, il me l'avait dédicacé à mon nom. Je trouve que ça vient rapporter quelque chose. Mais personnellement, je fais toujours en sorte de le faire dédicacer à mon nom pour qu'il devienne un peu entre guillemets invendable, pour déjà que le joueur voit qu'on fait pas ça pour faire un business, et aussi pour donner un petit peu de personnalisation au moment, pour me souvenir d'un moment. Le maillot de Romain Thomas que j'ai ramené de Caen par exemple, je l'ai fait dédicacer à mon nom, je l'ai pris en photo et tout, enfin c'était très très cool. Je trouve que la dédicace quand elle est personnelle, elle est ultra intéressante, mais par contre je trouve qu'il y a une valeur factice qui est donnée à la dédicace. Bien souvent quand elle apporte quelque chose à la personne qui l'achète, c'est cool, mais les gens qui vendent des maillots juste parce qu'il y a une signature ou une marque au stylo, qui peut être falsifiable d'ailleurs assez facilement, bien plus que des flocages, et qui vendent ça pour des centaines voire des milliers d'euros, c'est un petit peu abusé. Autre take, celle-là je sais pas si elle est catastrophique, mais je trouve que les maillots devraient pas changer tous les ans. Alors ça fait toujours plaisir quand un maillot est moche et qu'on passe sur un maillot beau, par contre ça peut être aussi dans le sens inverse. Et puis il y a une sorte de côté éthique aussi, est-ce que c'est vraiment utile que tous les maillots changent tout le temps? En fait moi c'est surtout d'un point de vue de fan, collectionneur, ça me fait très plaisir de suivre le mercato des maillots, j'adore voir les maillots changer et tout, mais je trouve qu'en un an, les fans n'ont pas forcément le temps de s'approprier le maillot. Et surtout quand il y a des designs marquants comme celui-ci du Club Atlético du Portugal, où clairement c'est le design des maillots qui a fait exister le club à l'échelon international. Avec un maillot lambda ou un maillot catalogue, ce club-là, personne ne le connaîtrait. Par contre, le fait aujourd'hui d'utiliser le maillot comme vecteur de communication, c'est génial. Et je trouve qu'en fait le club mériterait d'être identifié à ce design-là pendant au moins 2 saisons. Et c'est pareil pour les fans. Ils ont montré pas mal de vieux qui ont kiffé le maillot parce qu'il a un côté rétro, il est intergénérationnel ce maillot-là. Et il y a plein de maillots qui vaudraient le coup d'être conservés 2 ans. Et donc en fait on pourrait imaginer une sorte de situation où les clubs, mettons ils ont 3 maillots, imaginons une situation où les clubs sur les années paires ils changent le maillot domicile, sur les années impaires ils changent le maillot extérieur, et ils sont en droit de changer le maillot third tous les ans s'ils veulent une sorte d'objet de consommation pur et dur. Dans les années 2000 on voyait Arsenal et Man United faire comme ça, que ce soit avec Umbro ou avec Nike, ça changeait le maillot domicile tous les 2 ans, et le maillot extérieur d'une année devenait le maillot third l'année d'après. Ça je trouve que c'était une solution qui était pas mal, et j'espère voir plus de clubs revenir sur ce genre de mécanisme. Autre take qui là va limiter forcément la créativité, je trouve que les clubs devraient adopter un code couleur obligatoire. Les marques sur les maillots elles prennent trop de liberté, et évidemment 99% quand elles prennent autant de liberté c'est pour des raisons qui sont purement mercantiles, et c'est pas pour faire le vieux con que je dis ça. Et selon moi les équipes, que ce soit les clubs ou les sélections, devraient adopter un code couleur figé dans leur statut et approuvé par leur fédération de tutelle. On va prendre le Stade Malherbe par exemple que je connais bien. Obligatoirement je trouve que le club devrait avoir maillot domicile bleu-rouge, un maillot extérieur obligatoirement blanc avec des touches de bleu et de rouge, et un maillot third soit pleinement bleu, soit pleinement rouge, et avec des teintes pour différencier. Et le seul truc que les marques seraient en droit de retoucher, c'est le design pur et dur au sein de ce cadre-là figé, et peut-être jouer avec les teintes de couleurs. Et le seul maillot fantasy qui serait en droit de sortir, c'est soit un 4e maillot, soit un maillot pré-match, qui pour moi est quelque chose qui devrait être plus exploité par les marques et les clubs, soit un maillot d'échauffement, d'entraînement, etc. Autre take qui là est vraiment radical, je trouve
que les étoiles devraient être ultra régulées. Alors ça, je sais que ça peut être un peu touchy comme sujet, parce que y a plein de sélections, plein de clubs qui tiennent à leurs étoiles, mais pour moi, l'étoile, ça devrait être sacré dans l'héraldique un peu du football, et à moins d'être le Red Star en région parisienne, ou l'étoile rouge, ou alors le Ghana par exemple, où l'étoile est vraiment au cœur de ton logo, je parle de l'étoile au-dessus du blason, celle-là, elle devrait être ultra régulée par la FIFA et par l'UEFA. Moi, le délire des 46 étoiles dans le logo de Boca, le nombre d'étoiles qui change dès qu'il gagne un titre de champion, ou les 3 étoiles au-dessus de l'ancien logo de Man City, même si c'était joli, même l'étoile qui était au-dessus de Saint-Etienne là, ou alors le coup de une étoile tous les 10 titres de champion dans certains pays, je trouve ça absolument ridicule. Il faut que l'étoile au-dessus des logos, pour moi, elle soit revalorisée. Et ça concorde d'autant plus avec l'arrivée de la controversée Coupe du Monde des clubs, qui, si on lui donne une chance, peut-être que sur le long terme, elle s'installera comme une compétition crédible. Mais pour moi, les champions du monde, que ce soit club ou sélection, sont en droit de porter une étoile dorée. Et les champions continentaux, que ce soit club ou sélection, sont en droit de porter une étoile argentée. Ça s'arrête là. Pas d'étoile pour les titres de champion national, pas de délire d'étoile dorée si on a gagné l'Euro, voilà. Pour moi, ça devrait être comme ça devrait être recta, et comme ça permettrait de voir au premier coup d'œil, sur le blason, qui a quoi comme palmarès. On pourrait même trouver une alternative, alors c'est ce qui est fait en Champions League avec le petit badge qui indique le nombre de Champions League gagnés. Lors des Coupes du Monde, par exemple, on pourrait faire quelque chose comme au rugby, où par exemple, sur la manche, les équipes qui ont déjà gagné la Coupe du Monde par le passé peuvent afficher un petit trophée avec les années de leur titre, par exemple. Ça pourrait être cool, ça. Autre take qui, là, peut être controversé, surtout à une époque où les maillots sont de plus en plus chers, mais les maillots sans sponsor devraient être plus chers. Alors, je m'explique. Déjà, de base, que ce soit avec ou sans sponsor, les maillots devraient coûter au moins 20% moins cher. Ça, on est tous d'accord, les maillots sont trop chers, c'est abusé. De toute façon, je le dis tout le temps, achetez pas vos maillots plein pot si vous attendez un peu. Il y a le Black Friday, il y a vos anniversaires, vous pouvez avoir des codes promo tout le temps, tout au long de l'année, enfin bref. Mais là encore, je vais prendre l'exemple du Stade Malherbe. Jusqu'à l'arrivée d'Umbro, donc avant ça, on pouvait en boutique avoir les maillots avec ou sans sponsor. À notre guise, il n'y avait pas à demander. C'était le même prix. Donc ce qui était très cool, c'était que le fan qui voulait pas avoir les sponsors sur le maillot, peu importe. Le fan qui voulait avoir exactement le même maillot que les joueurs pouvait avoir tous les sponsors sur le maillot, pas de problème. Il faut savoir une chose, c'est que tous les clubs en France ont, pas forcément en boutique, mais dans leur infrastructure, en intendance, des maillots sans sponsor. C'est obligé, parce qu'ils sont obligés d'avoir ces maillots-là pour la Coupe de France, pour poser les sponsors de la compétition. Donc les maillots sans sponsor, les marques les fabriquent, il faut le savoir. Et avec l'arrivée d'Umbro à Malherbe, donc en 2016, les maillots sans sponsor ont littéralement disparu de la boutique. Et quand on va à la boutique demander les maillots sans sponsor, on nous répond « Désolé, les sponsors payent pour être sur le maillot, on peut pas les vendre sans sponsor. » Je suis désolé, mais c'est inadmissible. Il faudrait trouver une formule où le soi-disant manque à gagner pour les sponsors qui ne seront pas affichés en tribune sur les maillots des fans, puisse être répertorié. C'est pour ça que je dis que les maillots sans sponsor devraient être plus chers. À la limite, la personne qui veut un maillot à elle sans les sponsors pourrait payer, je sais pas, peut-être 10% en plus, et ces 10% seraient reversés aux sponsors qui apparaissent pas sur les épaules des fans. 10% c'est peut-être un peu beaucoup, mais vous voyez l'idée en fait. Quelque chose qui permettrait de couvrir, et je sais que dans les commentaires, j'en ai déjà eu des gens qui disent moi je serais prêt à payer un peu plus cher pour avoir des maillots sans sponsor. Et surtout, les boutiques ont tendance à oublier une chose, c'est que les sponsors, pour les gens qui vont utiliser le maillot 3-4 fois par semaine, qui vont aller faire du foot avec, qui vont l'abîmer à la machine, ça va partir. Et les gens ont aussi envie d'avoir des maillots sans pub et sans flocage avec un minimum de détails pour pouvoir les porter sans réfléchir, les laver, les porter à leur guise et tout. Et donc même si pour moi, le maillot sans pub devrait être l'option de base pour le grand public et ensuite peut-être ajouter les sponsors à la demande, mais dans un monde où vraiment on parle d'argent tout le temps quand il s'agit des maillots, je trouve que cette solution-là serait peut-être un petit peu la plus cohérente, même si forcément elle touche au porte-monnaie, pour que les gens puissent avoir le maillot qu'ils veulent, même s'ils sont obligés de payer un certain prix. Je trouve que quand on est client et qu'on paye assez cher pour des maillots, on devrait être en droit d'être roi et d'avoir le maillot qu'on veut. Et si on le veut sans sponsor, on le veut sans sponsor. Parce que les sponsors, faut qu'ils soient portés par les joueurs, là où il va y avoir le plus de photos prises, mais le public, il a bien le droit d'avoir le maillot dont il a envie. Autre take qui peut être un peu controversé, les maillots de l'équipe de France 2010, ils étaient super beaux. Alors ça, j'en ai déjà parlé en format short sur TikTok, Insta et YouTube Shorts, mais c'est vrai que les maillots 2010, ils ont vraiment un délit de sale gueule par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport à l'équipe de France. Quand on y réfléchit, ces maillots-là, moi, je les trouvais super beaux. Alors pour le maillot domicile, c'est compliqué. Je trouve que le maillot 4Motion et le maillot Climacool qu'on trouvait en boutique, qui avait une coupe droite, classique, je trouve que c'était pas beau. Parce qu'en fait, le design des bandes sur les côtés, c'est fait pour venir épouser le corps. Et ce design-là ne fonctionne qu'en tech fit. Ça, c'est mon avis, mais c'est vrai qu'autant les maillots tech fit, je les trouvais magnifiques, autant les maillots en version un peu plus lâche, en fait, plus loose, je trouve que ça marchait pas trop. Par contre, le maillot extérieur, mais il était fou. Le maillot blanc avec les petites rayures, il était magnifique. Quelle que soit la version, tech fit ou 4Motion, ça marchait très très bien. Et en fait, si on n'avait pas eu une équipe aussi honteuse et qu'on était allé, je sais pas, à notre place, c'est-à-dire pour moi, on avait une équipe, un effectif d'un point de vue purement qualité, on avait un effectif pour aller
au moins en quart de finale. Les joueurs qu'on avait sur le papier, ils évoluaient tous dans des clubs de fou, ils avaient tous des carrières de fou, des palmarès de fou. Imaginez que ces joueurs-là aient été une bande de potes qui se soient entendus, qu'ils étaient bien sélectionnés. Honnêtement, c'est pas indécent de penser que cette équipe de France-là, elle devait aller en quart de finale. Mais bon, elle était tellement pourrie de l'intérieur que c'était impossible. Et malheureusement, je trouve que le maillot, il souffre un petit peu de ça. Et je vais terminer sur une take qui peut être très controversée, et là, je vais m'inclure dedans. Mais malheureusement, la tendance bloc-corps, je trouve qu'elle va vraiment pas à grand monde. Moi-même, quand je décide de porter un maillot, je le porte parce que je me fais kiffer. Et encore une fois, quand on porte quelque chose, l'idée, c'est de le porter comme on a envie de le porter, sans se soucier du regard des autres. Mais malheureusement, je trouve que d'un point de vue objectif, ça va, et encore, aux mannequins qui sont photoshootés pour les lancements des maillots et tout, mais nous, dans la rue, quand on porte ces maillots-là, je trouve qu'on ressemble rarement à grand-chose, quoi. Le bloc-corps, pour rappel, c'est le fait de porter des maillots bien souvent vintage, avec des pantalons un peu larges, type jean, ou pantalons un peu cargo, quoi. Et des fois, ça va vachement bien, mais bien souvent, en fait, c'est un petit peu ridicule et on ressemble à des coachs des districts. En fait, je trouve que c'est un style qui est tellement niche et qui est tellement haut en couleur qu'en fait, il va très souvent à des gens qui ont déjà l'attitude et qui sont déjà pimpés pour ça, qui ont les piercings, qui ont les tatouages et tout, puis qui sont accessoirisés. Mais c'est vrai que nous, en fait, enfin nous, ou les gens qui vont avoir un petit peu un physique normal, et le bloc-corps, ça rend bien souvent pas terrible. Mais maintenant, encore une fois, le plus important, c'est de kiffer, d'avoir les maillots qui nous font kiffer et de les porter comme on les kiffe. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite d'avance une bonne année 2025, j'espère qu'elle vous apportera beaucoup de maillots mais aussi beaucoup de bonheur, c'est le plus important. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à liker la vidéo, à mettre la cloche et nous on se redit à très vite pour reparler de maillots. Ciao.